Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 10 février 2021, au sommaire ce soir. Un détour par Beaufort pour débuter ce journal. Depuis le début de l'année, le plan départemental ski jeune bat son plein. Mais cette année, faute de remontée mécanique ouverte, plus de 5000 jeunes savoyards peuvent s'initier au ski de fond sur une douzaine de domaines nordiques en France. En Savoie, reportage complet à suivre. Et puis direction le col de la Colombière en Haute-Savoie pour nous intéresser au plus grand rapace des Alpes. Après avoir disparu, le gypaète barbu est de retour grâce à un plan de réintroduction mis en place dans les années 1990. À Sters, le conservatoire des espaces naturels est en charge de son suivi et l'année écoulée a été plutôt fertile. Mais avant de développer ces titres, un hélicoptère privé s'est écrasé ce mardi en fin d'après-midi à 2300 mètres d'altitude sur la crête du Mont Charvet, sur la commune de Courchevel. 5 personnes de nationalité française étaient à bord de l'appareil. Le bilan est lourd. Il fait état de 2 morts et 3 blessés, dont le pilote très grièvement. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires. Elle a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie des transports aériens, en cosaisine avec la section de recherche de Chambéry et le PGHM de Bourg-Saint-Maurice, a annoncé Anne Gache, procureure de la République d'Albertville, dans un communiqué. Les remontées mécaniques étant fermées, les collégiens ne pourront donc pas s'initier au ski alpin dans le cadre du plan départemental ski jeune. Mais depuis le début de l'année et jusqu'à la fin de la saison, plus de 5000 jeunes savoyards découvrent ou redécouvrent le ski de fond sur une douzaine de domaines nordiques. Cette année 2021 est d'ailleurs déjà une année record pour ce dispositif porté par le conseil départemental. Reportage à Beaufort de Fanette de Buisson. Mettre les mains à l'envers comme ça. Les bâtons, ils ne doivent pas faire ça en fait. Hein. Ce matin, le cours de PS se fait bâton en main et ski au pied. Les élèves de 5e du collège Albert-Villois, la Combe de Savoie, s'initient au ski de fond sur les pistes de Beaufort. Malgré la crise sanitaire, c'est une année record pour le département de la Savoie. 5300 collégiens participent à l'édition 2021 du plan ski jeune nordique. Il y a beaucoup de jeunes savoyards qui n'ont pas accès au ski parce que soit ils sont éloignés à l'ouest du département, ils sont éloignés des champs de neige, soit parce que économiquement ils ne peuvent pas. Il y en a beaucoup qui, s'il n'y avait pas le plan ski jeune du département, ne pourraient pas skier parce que les parents n'ont pas les moyens, parce que le ski est une activité chère. Moins pour le ski de fond que pour l'alpin, mais en tout cas c'est une réalité. Donc nous, si on a mis en place ce plan, c'est pour que le plus de jeunes savoyards puissent skier. Les différents groupes de niveau sillonnent les pistes de Beaufort, l'un des 12 domaines nordiques mobilisés sur ce plan ski. Un cours de sport en plein air, à l'heure du Covid, ce n'est pas rien. On essaye d'initier une santé, une volonté de travailler sur sa santé, son bien-être physique, moral et aussi participer par l'activité physique à un bien-être global, mais aussi il fédère les jeunes entre eux. Le plus important, c'est que chaque jeune garde un bon souvenir de la partie ski de fond. Après, on sait que dans la vie, on peut arriver à s'éloigner de la pratique. Mais on va dire, ce qui est important, c'est de mettre la graine dans l'esprit, de dire que le ski de fond est quelque chose de ludique, pour que derrière, les fondeurs d'aujourd'hui des collèges puissent être des fondeurs de demain et des pratiquants derrière pour la suite. Chacune des 218 classes bénéficiera de 10 heures de cours. Loueurs, moniteurs de ski, éducation nationale, domaine skiable, département travaillent ensemble au dispositif. Ça permet de m'entraîner et tout pour quand je fais du ski de fond avec ma famille. Et puis, on est dehors en plus. Aujourd'hui, ça glissait très très bien, donc il fallait être vigilant dans les descentes. C'était quand même un peu glacé à certains endroits, donc il fallait bien être en appui effectivement pour bien équilibrer pour pouvoir avancer. C'est pas difficile à enseigner, mais ça demande un bon équilibre. La technique du skating est quand même pas facile à apprendre. Donc les élèves doivent être vraiment volontaires pour essayer de progresser. 44 collèges savoyards sur 46 participent au plan ski jeune. De quoi, pourquoi pas, susciter quelques vocations. Direction le Chablais, publié plus précisément, c'est là-bas que Pierre Bavoux, commerçant, a choisi d'entamer une grève de la faim depuis samedi dernier. La raison de cette action coup de poing, la fermeture administrative de son magasin de sport qui fait partie d'un centre commercial. Jean-Paul Crespier a rencontré un homme en colère, reportage. Depuis le 6 février, il vit et dort dans son commerce. Une décision qu'il a mûrement réfléchie, un acte volontaire qui l'accompagne d'une grève de la faim pour contester la décision de la préfecture de Haute-Savoie de fermer la galerie marchande Shopping Publié, un centre commercial de plus de 20 000 m². Pour le commerçant qui a en novembre 2020 passé la direction de l'entreprise à ses enfants, la fermeture du magasin est d'autant plus incompréhensible que son accès est situé à l'extérieur de la galerie marchande. Je pense qu'on est oublié parce qu'on est au fin fond de la Haute-Savoie et puis il n'y a pas de respect de notre travail, surtout il n'y a pas de respect. Moi, si je me bats, c'est pour aussi un honneur personnel et une fierté personnelle, c'est-à-dire que j'ai bossé pendant 44 ans
pour en arriver où j'en suis là. J'ai transmis les parts de ma boîte à mes gamins et j'ai l'impression de leur avoir transmis un cadeau empoisonné. Hein. La fermeture du commerce s'accompagne de la mise au chômage partiel des 17 salariés de l'entreprise. C'est une blague. Vous pouvez vous lever la nuit, vous pouvez poser toutes les questions inimaginables, vous arrivez toujours au même résultat. On est les dindons de la farce de ce truc-là. C'est énorme. Je pense qu'à la sortie, j'aurais peut-être pas gain de cause, mais franchement, j'aurais essayé, avec les peu de moyens qu'on a, de se défendre. Parce que, je sais pas, je vois pas pourquoi la galerie marchande des Trembières est ouverte, pourquoi celle de Champ-Nord est ouverte, et que là, vous vous retrouvez avec une galerie marchande qui est 2 fois plus petite, avec 6 magasins fermés, qui, elle est fermée. Mais on marche sur la tête, c'est un truc de fou. Sachant que notamment, je pense que dans la galerie aujourd'hui, il y en a, sur les 20, il y en a beaucoup qui ne sont pas en bonne santé financière. Ça va les finir, hein, ça va être terminé. Hein. Donc ça va être moi, plus la galerie marchande, une bonne partie. Je pense qu'on va se retrouver au greffe là dans quelques semaines ou quelques mois. C'est impossible, c'est invivable. Décidé à poursuivre sa grève de la faim jusqu'à la réouverture de son commerce, il a à sa disposition un point d'eau et du travail pour s'occuper. À ce jour, 3 recours ont déjà été adressés à la préfecture d'Haute-Savoie, des recours qui n'ont pas abouti, alors que d'autres centres commerciaux savoyards ont pu bénéficier d'une dérogation préfectorale pour réouvrir leurs portes. Cette fois-ci, c'est officiel. On connaît enfin la date des élections départementales et régionales 2021. Marlène Schiappa, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, a annoncé ce mardi que les 2 scrutins prévus initialement au mois de mars, mais reportés à cause de la crise de la Covid, auraient lieu les 13 et 20 juin prochains. Au total, 110 conseils départementaux et 17 conseils régionaux seront à renouveler. Compte tenu du contexte et vu les derniers chiffres de la participation, chaque électeur aura droit à 2 procurations. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Suite à notre série consacrée cette semaine aux jeunes entreprises créées en 2020, après le métier de métallière, Jean-Paul Crespi nous propose ce soir d'aller à la rencontre de Benoît Haddad, prothésiste dentaire installé à Vétramontou. C'est parti pour une immersion dans une profession où les avancées techniques accompagnent un savoir-faire traditionnel. Reportage de Jean-Paul Crespi à Caradental Lab. Du plâtre à l'impression 3D et aux zircones, ils sont complémentaires et ils souhaitaient ensemble se lancer dans l'aventure de la création d'entreprises. Avec une ambition commune, permettre au plus grand nombre de retrouver un sourire qui puisse leur convenir. En février 2020, Caradental Lab devient réalité, l'aboutissement de plusieurs années de réflexion et d'une expérience de plus de 20 ans. Dans l'atelier, le travail manuel et les outils numériques se côtoient pour devenir complémentaires. Il n'y a rien de plus fort que d'être chef d'entreprise parce qu'il faut se remettre en question tous les jours, il faut se battre tous les jours. Et parfois, ce sont les expériences, c'est des concours de circonstances qui font qu'à un moment donné, on se dit « je suis prêt, j'y vais ». C'est la liberté, je pense. La liberté de faire mes propres choix, d'appliquer la politique que je veux dans mon entreprise, de choisir les matériaux. Et je vais même un peu plus loin, le respect des protocoles. Le scanner, l'usineuse et l'imprimante 3D ainsi que des logiciels CAO et FAO sont désormais indissociables du savoir-faire traditionnel. Avec du recul, on peut se dire c'est même une évidence d'arriver vers le numérique. Le numérique, en fait, nous permet petit à petit d'éliminer les défauts de la main. On ne peut plus arriver comme ça à dire moi je ne fais plus que de la CCM, entre guillemets, donc de la couronne céramo-métal. Donc je prends n'importe quel métal, je le fais en technique de fonderie, puis derrière je monte le cosmétique et c'est fini, je fais que ça. À l'heure actuelle, on a des matériaux qui sont très biocompatibles, qui sont plus adaptés, plus esthétiques parfois même, et c'était un choix évident. Et surtout, si on veut se préparer à l'avenir, il faut déjà être dans le bain. On préserve le savoir-faire, mais il faut savoir le transmettre. Indéniablement, la transmission fait partie de l'amour du métier, du choix de s'installer. D'ailleurs, en tout cas, moi je suis partisan, je me bats énormément pour préserver notre métier, le mettre en avant, essayer tant bien que mal de communiquer, d'informer le patient. Les technologies numériques de conception, de simulation et de fabrication de prothèses dentaires offrent au laboratoire un développement aujourd'hui nécessaire. Tout en mesurant les limites de ces technologies, le métier évolue et avec lui, les ressources de l'entreprise.
Focus à présent sur le plus gros rapace des Alpes. Le gypaète barbu avait totalement disparu de nos massifs au début du XXe siècle. Mais avec la mise en place d'un plan de réintroduction dans les années 90, l'espèce est de retour dans son environnement naturel. En Haute-Savoie, c'est le Conservatoire des espaces naturels qui est en charge de son suivi. Aster enregistre d'ailleurs plusieurs pontes dans son centre d'élevage cette année et c'est une première. Plus d'explications avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Depuis 25 ans déjà, les gypaètes barbus réinvestissent peu à peu les Alpes. Cela grâce à un projet de réintroduction européen qui a d'ores et déjà permis à une cinquantaine de couples de s'installer dans l'arc alpin. Et parmi les premiers sites à avoir séduit un de ces couples, la falaise du Bargy sur les hauteurs du Reposoir. Un lieu toujours surveillé aujourd'hui afin de comprendre et suivre l'évolution de cette population. Pour garantir une gestion optimale de l'animal, l'observation n'est pas le seul outil du Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. Depuis les années 85, si je ne dis pas de bêtises, Aster gère aussi un centre d'élevage avec des oiseaux, des gypaètes en captivité. Et l'objectif, c'est qu'ils se reproduisent et du coup de relâcher ces poussins, que ce soit pendant longtemps en Haute-Savoie, mais on participe aussi aux efforts de lâcher dans toutes les Alpes, également dans le Massif central, en Espagne, en Corse, voilà, puisque l'objectif, c'est de recoloniser tout on va dire, le pourtour méditerranéen, puisque le gypaète n'a pas disparu des Pyrénées, mais voilà, il a quand même disparu d'une grande partie de son territoire. Si aujourd'hui en France, 18 couples sont connus et suivis, ce nombre pourrait bien augmenter avec la ponte de 3 femelles du centre d'élevage cette année. Pourtant, la prudence reste de mise, l'hiver étant une période critique pour l'espèce, synonyme d'accouplement et rendant donc les rapaces plus sensibles à leur environnement. C'est une espèce très sensible, déjà qui se reproduit très lentement, c'est-à-dire que les oiseaux ils sont adultes que vers 7 ou 8 ans, donc ils ne se reproduisent pas avant, et en moyenne ils produisent un poussin par couple tous les 3 ans, puisqu'il y a une année il va y avoir un échec naturel, ou alors il ne va pas y avoir d'accouplement, ou de choses comme ça. Donc dans leur cycle biologique c'est déjà très très lent. Donc si en plus on rajoute nos perturbations humaines, liées à un passage d'hélico qui va effrayer l'oiseau qui va s'envoler, ou si c'est un site avec une cascade de glace, et ben des glaciéristes qui vont venir en janvier, juste au même moment où va y avoir la ponte, ça va poser problème, donc les oiseaux vont aller ailleurs. Donc on essaye de sensibiliser tous ces acteurs en fonction des sites, puisque différents sites ne vont pas avoir les mêmes types de perturbations. Une communication essentielle qui permet d'année en année de pouvoir faire croître la population des gypaètes dans nos massifs, comme dans tout l'arc alpin. On termine ce journal avec mon invité du jour et ce soir j'ai le plaisir de recevoir Vanessa Laferrière. Je vous en prie, installez-vous. Merci, bonsoir. Vous êtes policière scientifique à Chambéry, auteur de polar. Vous êtes présente sur notre plateau pour nous parler de votre second roman policier, Le silence des traîtres. Oui, tout à fait, qui est paru en juin dernier aux éditions Maya. Le goût de l'écriture, il vous vient d'où? Je crois que j'ai toujours écrit, par plaisir de la langue française, par amour des mots et puis par besoin de coucher sur le papier ce que je ressentais. Vous avez donc fait le choix d'écrire des polars donc dans un univers que vous connaissez particulièrement. C'est un choix délibéré, j'imagine? C'est forcément lié, oui, déjà par ce côté exutoire qui permet de me libérer un petit peu de ce que je peux vivre au quotidien dans le cadre de mon travail. Et puis, forcément, c'est ce que je connais le mieux également. Vous venez d'évoquer le côté exutoire, j'allais y venir. C'est un besoin d'écrire pour sortir un petit peu, pour rompre un petit peu avec le quotidien de votre métier qui n'est pas facile tous les jours, j'imagine? Ça l'est devenu au fil des années et au fil des affaires difficiles qui avaient tendance un petit peu à s'accumuler. C'est plutôt sain, je pense, de réussir à coucher ça sur le papier. À quoi ressemble le quotidien d'une policière scientifique comme vous aujourd'hui en 2021 ? Il est constitué d'un panel d'investigations, que ce soit délictuelles, que ce soit criminelles. Ce que j'aime moi particulièrement dans ce métier, c'est arriver le matin et pas savoir sur quoi je vais travailler. C'est également pas d'horaire, ni de nuit, ni de repas. Donc voilà, on s'adapte à l'actualité, on ne sait jamais sur quoi on va travailler et voilà, on se laisse porter par les affaires. On est loin de l'image que l'on peut avoir notamment dans les séries américaines où on s'en rapproche un petit peu. Écoutez, moi ça fait presque 20 ans que j'essaye de résoudre une affaire en 40 minutes. J'ai beaucoup de mal, pourtant on n'a pas de coupure pub, mais j'y arrive pas. Donc effectivement, on est un petit peu loin dans ce domaine-là. On est un petit peu loin au niveau des moyens également. Après, la volonté et l'enthousiasme des équipes, elle est vraiment là. Elle est un peu plus souriante que ces gens que je vois à la télé qui ont toujours une tête d'enterrement. Alors parlez-nous un petit peu de votre roman, donc votre polar, le silence des traîtres. Oui. Je monte la couverture. Votre deuxième ouvrage. Oui. Parlez-nous un petit peu de ce livre.
Alors, ce livre, il arrive déjà après un premier ouvrage qui a été réellement l'exutoire qui m'a permis de me lancer dans l'écriture. Celui-ci, je le pense plus abouti parce qu'il est moins personnel et il me permet de lier à la fois mon imaginaire et les affaires réelles sur lesquelles je travaille, tout en ayant un certain détachement. J'essaie de coller au plus près de la réalité et dans ce livre particulièrement, je travaille sur un secret de famille qui aura des répercussions sur un jeune homme de notre époque, actuellement lycéen de 18 ans, et tout par-delà, ce mal-être de ce jeune. Le personnage de Nin, il est un petit peu inspiré de vous ou rien à voir? Il est un petit peu inspiré de moi, mais je vous arrête tout de suite sur certaines scènes. Parce qu'elle ne fait pas que travailler, Nin, elle a aussi une vie personnelle. C'est quelque chose qui vous inspire, les secrets de famille? Oui. Vous avez dû en voir, en découvrir dans vos les nombreuses affaires auxquelles vous avez été confrontés? Oui, complètement. Ça m'inspire et je me penche vraiment sur le sujet parce que j'ai découvert la psychogénéalogie et ça me passionne et je pense qu'il n'y a aucune famille qui échappe. Comment on peut expliquer? Est-ce que vous avez un début d'explication? Il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par les faits divers, les affaires criminelles. On voit qu'il y a de plus en plus d'émissions télévisées, radiophoniques. Comment on peut expliquer le fait que ça intéresse de plus en plus de personnes? Malheureusement, je dirais que c'est un côté banalisé qui dessert un petit peu et la profession et l'espèce humaine, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de voyeurs qui ne sont pas forcément intéressés par la justice et le travail policier. Mais c'est humain. C'est humain, on est tous curieux, on a tous envie de savoir. Et voilà, c'est un petit peu banalisé parce qu'on en parle un peu beaucoup. On en parle trop pour vous? Pour moi, on en parle trop. Pour moi, on montre aussi trop de choses de notre métier dans certains reportages. Et forcément, ça nous portera préjudice. Alors, vous en êtes donc à 2 romans. Est-ce qu'un troisième est déjà dans les cartons, dans la tête, déjà en cours d'écriture? Le troisième a déjà 50 pages. Voilà. Un bon début. Donc, c'est un bon début et il est bien parti. Ouais. Vous êtes une ancienne banquière, ancienne assistante trader, désormais policière et romancière. Oui. Au final, ça fait un sacré parcours de vie. Oui, je suis aussi réflexologue. Aussi réflexologue voilà, en plus. J'ai un cabinet aussi de réflexologie. Donc, voilà. Moi, vous arrivez à tout faire en même temps là? Alors, tout en même temps, non, mais il y a du temps pour tout. C'est-à-dire que j'ai des envies qui évoluent avec le temps, avec l'âge, que j'ai envie de m'accomplir, d'apprendre des nouvelles choses et puis de me faire plaisir, simplement. Le fait de toucher à des univers aussi différents les uns que les autres, c'est une chance? C'est une volonté? C'est quoi ça? C'est une curiosité naturelle. Je ne calcule pas. Ça vient tout seul. Il faut être curieux pour être un bon policier? C'est une qualité indéniable. C'est impossible d'imaginer qu'on ne puisse pas être curieux quand on ne veut pas savoir le résultat d'une enquête. Nous, on a besoin d'un esprit d'observation, d'analyse, de curiosité. On aime gratter, on aime farfouiller pour avoir le nom du coupable à la fin. Ça se rapproche un peu du journalisme. Sauf que nous, on ne cherche pas forcément des coupables. Écoutez, je me demande si je ne vais pas me lancer dans des études de journalisme. Merci beaucoup en tout cas, Vanessa Laferrière. Merci à vous de votre bonne invitation. continuation pour la suite. Merci. On espère peut-être pour le troisième. Vous revoir peut-être pour le troisième. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Un mot de football avant de se quitter. Le FC Annecy jouait gros ce mardi soir en recevant l'équipe de Sète, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien. Malheureusement, les Rouges sont passés à côté de leur match avec une défaite 2-0. Les buts sétois sont signés Mané et Sissane en début de seconde période en l'espace de 3 minutes. Au classement du championnat national, le FC reste 18e et dernier avec 5 points de retard sur le premier non relégable, Bastia Borgo. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Après la météo de Thierry Paulme, Panorama pour le 3e épisode de votre émission consacrée cette semaine aux Contamines Montjoie. C'est présenté par Victoria Lopez. Je vous retrouve jeudi pour un nouveau journal. Prenez soin de vous. Très belle soirée sur nos antennes.